Oui, donc bonjour à tous. On continue de travailler avec mon ami Michel qui revient aujourd'hui. Il était parti à faire des investigations jour et nuit. Donc comme Michel, tu manques de temps, allez, je te reprends. Aujourd'hui, on rattaque. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Ah, je suis content de retrouver mon ami Philippe, hein, parce que Philippe, c'est pas n'importe qui, hein. C'est celui à qui le Christ avait dit, Philippe, toi, suis-moi, hein. Et c'est aussi Philippe qui avait dit à Jésus, mais comment veux-tu nourrir 5 000 personnes avec un pain? Et là, pour ceux qui ont été un petit peu perspicaces, Jésus qui avait transformé l'eau en vin, il n'a pas transformé les pierres en pain. Il avait un pain devant lui et il a nourri tout le monde. Eh ben ça, la République ferait bien de s'en inspirer, hein, parce on est loin du compte. Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire. je te l'ai jamais dit, Philippe, mais moi, ben, j'ai essayé de faire comme Jésus. J'ai aussi multiplié les pains. Alors, les pains, j'en ai collé dans la gueule de mon copain Nounours, qui était agriculteur à côté de chez moi, qui était escroc d'assurance, mais j'en ai aussi distribué à l'associé et neveu du président de la Chambre d'agriculture de l'Orne. Delorme. Alors, celui qui m'avait traité de fils de pute, alors la pute en question, elle avait quand même 96 ans à l'époque, elle était handicapée. Le pauvre chéri, il était au volant de son beau tracteur New Holland tout neuf. Il y avait pourtant 4 marches pour monter, mais il n'en a pas fait une pour descendre, hein. Et lui, comme Jésus, bah, il a su ce que c'était que la multiplication des pains. Alors, tu vois, il n'y a pas de hasard dans les prénoms. Tu as vu comment je me prénomme? Michel. Oui. Euh, Saint-Michel, c'est pour celui qui a tué le dragon, hein. Le Oui. dragon, il le tient en respect avec la lance et lui dit tes conneries, ça suffit. Tu vois, il n'y a pas de hasard dans les prénoms. Non, il n'y a pas de hasard. Et si je pousse le raisonnement plus loin encore, tu t'appelles Philippe Grégoire. Oui. À une petite virgule près, tu serais Philippe Grégaire. Grégoire, c'était des papes, Michel. Oui, mais Grégaire, tu sais ce que ça veut dire? Ah bah Grégaire, c'est autre chose. Celui qui a le sens du troupeau. Et moi, franchement, je préfère venir chez mon copain Philippe Grégaire que chez Philippe Pipeau. Tu sais, celui qui joue de la flûte enchanteresse Oui, pour divertir le troupeau. oui. Comprenne qui pourra. Enfin, lui, il n'a pas le bon prénom. Comprenne qui pourra. Philippe Pipeau. Oui, Ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, il faut que les gens prennent conscience aujourd'hui qu'on est sur un système qui est un oui, système de prédation. Alors ça, je voudrais beaucoup insister, et surtout sur le domaine agricole, hein. Là, j'ai un joli flipbook, j'ai un flipbook de 100 pages, hein, qui s'appelle, c'est un flipbook du commissariat général au plan, l'agriculture face à son avenir, rapport du groupe présidé par M. Louis Perrin, président d'honneur de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, avec son vice-président qui s'appelait Jean Renard, et le rapporteur Ghislaine Esquiag. Ça s'appelle le 10e plan agricole de 89 à 1992. Je voudrais vous le l'APCA, mettre, je voudrais l'APCA, vous le mettre. l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le dixième plan qui a été beaucoup dénoncé par les syndicats, notamment la coordination rurale, la Confédération paysanne aussi, mais Tout à fait. le dixième plan a fait beaucoup de mal au monde agricole. La prédation, elle a été organisée. Et là, vous avez un avant-propos. Alors, je ne sais pas si ma caméra va pouvoir le détecter. Par un monsieur qui s'appelait monsieur Lionel Stott.f.ru. Je vais essayer de vous le noter parce que ça vaut son pesant de Oui, cacahuètes aussi. oui. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Ouais, je vais vous le mettre très près. Si. Monsieur, Monsieur ouais. Stott, Monsieur Stott.fru, qui n'était autre que le père de cette charmante dame qui s'appelle Emmanuel Vargon, celle qui a été chez Danone. Oui. Hein, le Stott FRU, là, qu'on a modifié le nom pour pas qu'on trouve sa trace, c'était Lionel Stoléru, l'ancien du Crédit Lyonnais, devenu président de la Chambre de commerce franco-israélienne, Tout à fait. celui que Le Pen avait pris à partie.
Oui, 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 exact. sur sa binationalité. Oui, Voilà. exact. Alors ça, c'est en aparté. Alors voilà, il faut que les gens comprennent qu'on est sur un Le, système de prédation. Il y a les gens qui créent la richesse et il y a ceux qui se l'accaparent. tu m'as trouvé le thème de la vidéo, la prédation. Allez hop. La prédation. Hein. Il y a ceux, tous les salariés, les ouvriers, les professions libérales, tous ceux qui créent la richesse, hein, les agriculteurs, et derrière, eh ben une infime minorité qui s'accapare les richesses. Alors, tout ça, comment ça fonctionne? C'est là où j'ai un reproche un petit peu contre les gens qui font des mouvements, qui sautent un peu dans tous les coins et tout. Faut avoir un travail qui soit un travail méthodique pour pouvoir lutter contre ça. Ah oui. Et ça, c'est important. Et si on ne met pas en face de ceux qui nous pillent la même chose, la même forme de structure pour contrer le pillage, si on n'arrive pas à s'organiser, on ne fera rien. C'est ça le problème. Donc, je voudrais un petit peu vous expliquer comment tout ça s'articule. On a tout d'abord le secteur financier. Le secteur financier, c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Hein. C'est lui qui dispose d'un certain nombre d'outils. C'est pas par hasard que tous les financiers, les grands groupes, les multinationales sont propriétaires de chaînes de télé, de journaux, de médias, parce que ça, c'est l'outil principal. Et pour mettre des gens, des politiques, qui sont des gens qui exercent le pouvoir. Oui, C'est pas eux qui le détiennent, mais c'est eux qui l'exercent. oui, C'est eux qui ont l'autorité. tout à fait. Et derrière ça, on a en fait tout un schéma derrière ces personnes-là. On a les grandes écoles, hein, ce que la République tout ça a mis en place. On a les grandes écoles, notamment l'École nationale de l'administration, l'ENA, qui est devenue l'INSP depuis. Alors l'ENA qui a été créée en 1945. Hein, De Gaulle n'est pas neutre là-dedans. Hein, et qui est devenue l'INSP, l'Institut national du service public. On a Polytechnique, on a les écoles normales supérieures. Donc tout ça formate des élites. Oui, C'est de la cooptation, c'est de l'entre-soi qui vont prendre barre sur tous les grands corps d'État. bien sûr. Donc les grands corps d'État qui sont qui, en fait? Qui sont le Conseil d'État, la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale des finances, Oui, l'IGF, oui, vous avez l'inspecteur général de l'administration, l'inspection générale de l'administration, l'IGA, et derrière, vous avez qui? L'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. Puis, adossé à tout ça, il y a tout un tas de corps techniques. Vous avez, par exemple, le corps des mines, les ingénieurs des mines. voilà. Donc, tout ce qui touche l'énergie, l'énergie atomique, les mines d'uranium, les ressources pétrolières. Vous avez les ingénieurs des ponts, toutes les infrastructures routières du pays. Vous avez le corps des ingénieurs de l'armement, tout ce qui touche le militaire. Vous avez le corps des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE, tous ceux qui sont chargés de la statistique. Puis vous avez des écoles comme l'ENM. L'ENM qui a été créé en 1970, l'École nationale de la magistrature, Bien sûr. hein, qui avait pour origine le Centre national d'études judiciaires créé en 1958. C'est tout ça l'architecture de la prédation qui est mise en place. Et ça, les gens n'en sont pas souvent sont pas conscients en fait de l'entre-soi qui se, qui, se, qui se met en place chez ces gens-là. Et il y a une chose encore qu'ils méconnaissent encore plus, c'est l'appartenance à des sociétés secrètes. Alors, il n'y en a pas qu'une, hein, tout le monde dit la franc-maçonnerie, mais il n'y a Non, pas que celle-là. non, il Voilà, n'y il a y en a pas que bien la d'autres. franc-maçonnerie. Ah non. Il y en a d'autres et beaucoup plus puissantes. Et ça, les gens n'ont pas conscience. Donc, voilà, cette élite, elle est souvent cooptée dans des milieux familiaux qui sont de grands capitaines d'industrie. Hein, on retrouve toujours les mêmes, il suffit d'aller y voir un peu. Hein, et ces gens-là, quand ils n'appartiennent pas aux sociétés secrètes, on les intègre ensuite dans ces sociétés. Donc, et c'est cet ensemble qui constitue le plus redoutable outil systémique de prédation. C'est un système, la prédation.
C'est systémique. L'ENA, Polytechnique, on vous enseigne une systémique. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, qui sont les victimes? Ben, les victimes, c'est tout simplement, dans un premier lieu, les patrons d'entreprise, PME, PMI, sont les salariés. Et ce sont surtout les petites et les moyennes entreprises qui sont flinguées, comme dans le milieu agricole. Et là, pour diverses raisons, hein, euh, distorsion de concurrence entre les entreprises privées, les petites entreprises privées et les multinationales, euh, l'origine financière, puisque les multinationales, derrière, il y a l'actionnariat, et pour les petites entreprises, il y a la banque, et la banque qui ne fait plus son boulot d'ailleurs. Donc tout ça, on a le, le, la fiscalité, puisqu'on raquette effectivement tous les petits, mais par contre les gros, il y a l'optimisation fiscale, et derrière ça, ce sont les cabinets d'avocats, hein. Les avocats qui sont derrière l'évasion fiscale. L'optimisation fiscale existe pour les petites PME, sauf que très peu sont informés, c'est très complexe et très peu sont informés, donc les gens passent à côté. Pour nous, on appelle ça de la fraude fiscale, hein. On qualifie chez les petits de la fraude, même quand il n'y en a Oui, pas. Mais par contre, chez les grands fraudeurs, on appelle ça l'optimisation fiscale. Tout passe, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Et oui. les gens n'ont pas conscience de ça. Ah non. Alors, je voudrais faire un petit peu le bilan de ça sur 50 ans. En Oui, 50 ans, rien que pour les PME, PMI, hein, qui ont été anéantis, c'est bon an, mal an, depuis 50 ans en France, c'est 60 000 entreprises qui disparaissent chaque année. oui, Si on fait ça sur 50 ans, c'est 3 millions d'entreprises. Je dis bien 3 millions. Enfin, et là, dans ces entreprises-là, au bas mot, mais là, je suis au bas du bas du bas du bas, c'est 7, allez, on va dire 7 salariés par entreprise. normalement, oui. C'est même plus, mais on prend 7. Donc, si on multiplie 7 salariés par 3 millions d'entreprises, on arrive à un chiffre de 21 millions de salariés impactés Sur 50 par ans. la, par la case d'entreprise. Donc, si on ajoute à ces 21 millions de salariés 3 millions de chefs d'entreprise, on arrive à 24 millions de personnes. Et là, si on multiplie ça, si on pense qu'une famille, c'est le père, la mère et un enfant unique, et là encore, Oui, je suis très bas, je suis au oui. plus bas que je puisse être, on arrive à toucher 72 millions de personnes Sur en 50 50 ans. ans. Alors, si on ajoute à ça le malaise agricole, Oui, quand on est sorti de la guerre en 1945, on avait plus d'un million d'exploitations, de 10 millions, pardon. On avait plus de 10 millions d'exploitations agricoles. Plus de 10 millions. Qui faisaient vivre un couple la plupart du temps. ah oui. C'était de l'agriculture de subsistance, hein. Et là, si on prend 50 ans, au bas mot, on a perdu 6 millions d'exploitations. Hein, puisque là, aujourd'hui, on est à quoi? 350 000 à peu près, Ouais, on hein. est 300 exploitations, on est 370 000 exploitations à l'heure où on parle à peu près. Voilà. Donc, chez les exploitants agricoles, si on prend le couple, hein, qui était chef d'exploitation, un enfant unique, on arrive à 18 millions de personnes. Donc, en 50 ans, c'est 80, écoutez-moi bien, 90 millions de personnes qui ont été impactées par la case d'une entreprise. C'est énorme. 90 millions de personnes. Et depuis le temps que ça dure, personne n'a eu pour volonté d'analyser le système. C'est ça qui est lamentable. C'est que les gens n'ont mené aucune analyse. Donc, les victimes, je vais vous parler maintenant des victimes, et puis de quelles conséquences pour les victimes. Hein, parce que ce soit pour les chefs d'entreprise ou leurs familles, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les agriculteurs, qu'est-ce qui se passe quand on a claqué une entreprise? On a la précarité qui s'installe. Oui. On devient précaire. Moi, j'ai vu des gens, euh, agriculteurs, qui étaient au resto du cœur. Des gens qui sont censés nourrir la population, qui n'arrivaient même plus à se nourrir eux-mêmes. Voilà dans quoi on tombe. Donc là, on arrive avec des gens qui peuvent plus payer la maison quand ils sont accédants à la propriété, des gens qui peuvent plus rembourser leur crédit voiture, des gens qui n'arrivent plus à assumer leur consommation courante et même leurs soins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit ça? Directement après la précarité, vous avez l'éclatement de la famille.
Ah oui, C'est le divorce qui suit. Il n'y a très aucun souvent. couple qui résiste à ça. Moi, j'ai un de mes amis, qui s'entendait très bien avec sa femme. Hein, il avait deux filles. Il avait une fille aînée qui avait développé un cancer, qu'on ne pouvait plus. Il a dit à sa femme, pars avec les gamines, parce que voilà, moi, je ne veux pas t'imposer ce qu'on est en train de subir. Voilà. Donc là, même contraint à se séparer, parce que pour protéger sa femme et ses gosses. Voilà ce qu'on est arrivé. Même des gens qui s'entendaient super bien. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? La plupart du temps, on a des gens qui tombent dans des addictions parce que là, le trauma, il est tellement important que de toute façon, les gens, ben, c'est le tabac, c'est l'alcool. Chez les jeunes, c'est la drogue. Et de plus en plus, les anxiolytiques. Donc, c'est ce qui génère des problèmes colossaux de santé publique. Hein. On a tant physique que psychologique. Il faut voir un petit peu dans quel état euh, sortent les gens quand ils sont face à ça. Mm. Parce que là, on perd tout. Et là-dedans, ça génère énormément de problèmes de santé mentale chez les enfants. C'est énorme. Alors, la santé mentale des gosses, on pourrait y ajouter d'autres choses. Il y a bien d'autres choses. Donc, il y a des personnes, en fait, qui sont impactées psychologiquement et pour diverses raisons. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, de gamins qui deviennent homosexuels. On a des parents qui les foutent à la porte. Hein. Il y a les assistantes sociales aujourd'hui qui sont face à des enfants dont que l'on a placés. Hein. Oui, Et tout ça parce que les parents les ont foutus dehors. Mais il faut encore aller voir le pourquoi ils deviennent homosexuels, ces enfants-là. Et quand on s'attaque aux causes, aux vraies causes, là, on comprend. On comprend ce qui se passe. Et ensuite, euh, ça génère tout le business des enfants qui sont retirés à leur famille. oui, Alors derrière ça, c'est toute l'action sociale qui est cornaquée par les conseils départementaux, les présidents de conseils départementaux. Donc il y a un immense business. Et on s'aperçoit que tous les gamins qui ont vu ça deviennent des rebelles. oui. Les enfants, ils ont vu leurs parents sacrifier leur vie à essayer de la gagner pour la perdre en fait. Ça peut Donc être des salariés, ça peut être des petits commerces, ça peut être des agriculteurs. tout le monde, ça touche tout le monde. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les jeunes, il n'y a plus aucune volonté d'entreprendre, Non. plus rien. Donc on était quand même un peuple, la France, on est quand même d'un pays latin, on est quand même des gens plutôt ingénieux. On a la particularité d'avoir un pays, si je prends l'agriculture, on a quand même un potentiel agricole. Oui. Euh, eh ben on s'aperçoit tout simplement que on a des savoir-faire, on a énormément de potentiel, et puis aujourd'hui, on a perdu tout ça. Et je t'ai envoyé, Philippe, je ne sais pas si tu l'as lu, les préconisations du Sénat en 2022, puisqu'ils ont fait des préconisations pour réindustrialiser la France. Mais bon, c'est de l'utopie. On veut réindustrialiser la France. On commence à s'intéresser aux tribunaux de commerce, aux fameux TAE. Voilà. Et là, on va régler tout de suite le problème. Oui. Hein, parce que on voit très bien, on veut mettre le chaos et on veut rebâtir sur le chaos. Mais la sortie du chaos, tout le monde ne sera pas gagnant. Hein. Non. Il y aura des grands gagnants et il y aura de grands, grands perdants. Ils seront nombreux. Voilà ce qu'on a. Donc, on a tout ça induit des pertes de savoir-faire. Et on a en plus des gamins qui veulent plus travailler parce qu'ils ont compris ce qu'était le travail, ils veulent plus participer au système. Et ces gens-là, ils sont happés par le système criminel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en fait l'économie criminelle qui est en train de prendre le pas sur l'économie légale. Bien Tout sûr. ça avec l'aide de la corruption en matière politique. Oui. C'est l'économie criminelle qui est en train de prendre le pas. Mm. Donc, ça, c'est pour ce que perdent les gens qui sont aux prises avec ça, mais la collectivité aussi, elle y perd. Parce que la collectivité, elle, il y a beaucoup d'argent public d'injecter par les régions dans les entreprises en difficulté. Moi, Énorme. j'ai un chiffre qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est celui qui a été distribué par Ségolène Royal en région Poitou-Charentes à Oui. l'entreprise Eliez. Oui. Il y a des gens qui sont gavés avec Eliez. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment gavés. Ce n'est pas les ouvriers. Hein. Non. Et là, pour avoir une entreprise qui a fermé, en finalité. Mm. Donc, il y a le fric, l'argent public, parce que l'argent de la région tombe bien de la poche des contribuables.
On a aussi tous les salariés évincés du monde du travail. Donc, la procédure collective, c'est le contribuable qui la paye. Hum, Quand les gens sont au chômage, c'est bien la collectivité qui paie pour les gens sans emploi. tout à fait. Et quand on a des gens qui sont complètement exclus et qui deviennent, qui arrivent au RSA, Hum, hein, et ça, c'est une supercherie monstre. Et ça, je voudrais, putain, mais je gueule parce que faut avoir vécu tout ça pour le comprendre. Quand je vois qu'on oppose les gens qui sont au RSA aujourd'hui aux actifs, à ceux qui travaillent, le temps qu'on est en train de monter les gens les uns contre les autres, personne ne regarde les vrais fautifs. Qui sont les acteurs du système? Moi, je vous assure, j'y suis allé au RSA. hum, J'ai remonté avec un dossier, j'aurais très bien pu repartir dans une activité, mais avec un truc béton. hum. Quand vous êtes au RSA, même avec des biens, trouvez une banque qui veuille vous prêter, vous n'en trouverez pas une. Non, Vous n'en trouverez pas une. Vous pouvez avoir à votre disposition tout ce qu'il faut pour repartir avec un projet béton, vous ne retrouverez rien. Donc il y a une volonté politique de maintenir les gens dans la précarité. bien sûr. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne voudraient pas me croire, moi je vous invite à lire ce bouquin, Ah bah, Le le choix choix du du chômage. cheval. Hum, C'est une BD. hum. Vous allez comprendre pourquoi la France, pourquoi notre pays connaît le chaos. Vous allez voir qui sont les acteurs. Hein, elle est compliquée, hein, cette BD. Hein. Je crois que tu l'as récupérée, toi, Philippe, hein, la Oui, BD. oui, je l'ai, moi. Tu as vu, elle est complexe. Hein. Ouais, elle est Et là, on a complexe. tout. Hein. Bravo, bravo aux auteurs qui ont fait ça, parce que vraiment, c'est du bon boulot. Et ça permet aux gens de comprendre. Donc voilà. Et tout ça, c'est pour les victimes. Qui sont les bénéficiaires de ce système-là? Ben, c'est une poignée d'affairistes. Bien sûr. On a une poignée de repreneurs opportunistes qui récupèrent les boîtes à l'euro symbolique. Hum, Alors, je pourrais citer des noms, Bernard Tapie, Michel Koenka, euh, on en a, Didier Calmels, on en a plein de gens comme ça. Il y en a, mais c'est une poignée, en fait, quand on regarde. C'est quelques acteurs. Et derrière ça, derrière ces gens-là, on trouve qui? On trouve les professions réglementées. hum. C'est celles-là qui croquent. Les mandataires liquidateurs, les avocats, les huissiers, les notaires. Putain, allez voir la grille, ce que gagne le salaire moyen des professions réglementées, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment on s'enrichit sur le business de la misère. Parce que quand une entreprise tombe en difficulté, qu'est-ce qu'on va, une entreprise moyenne qui tombe importante, qui tombe en difficulté financière pour différentes raisons, hein, parce que Oui, ces gens, ils ont pu subir des impayés. La, la- la difficulté en entreprise, elle peut intervenir pour des causes diverses et qui échappent complètement au chef d'entreprise. Hein. tout à fait. Et les marchés, hein, ce qu'ont connu les milieux agricoles, hein, quand on a eu des mises aux normes avec des gens qu'on a aidés, les autres qu'on a laissés au bord du chemin, tout cela, on les a décimés. En plus, c'est les mecs qui faisaient de la qualité qu'on a décimés. Bien sûr. Donc, on va avoir des managers de crise qui vont arriver. Donc, ce sont des gens qui sont assistés de cabinets d'avocats spécialisés, avec des honoraires, je ne vous dis pas. Vous allez avoir des cabinets d'expertise qui sont souvent mandatés par les comités d'entreprise des boîtes. C'est ceux-là qui sont chargés d'élaborer les plans sociaux. Pareil, les honoraires, c'est top level. Hein, il faut voir ce que ces gens-là empochent. Vous avez des cabinets d'audit. Les cabinets d'audit, c'est ceux qui sont là pour élaborer les business plans pour voir s'il y a une poursuite de l'activité possible. Et puis après, vous avez des cabinets qui sont chargés dans le reclassement. Parce que quand il y a des plans sociaux, il y a des personnes qu'on reclasse. Et quand on s'intéresse un peu aux cabinets spécialisés dans le reclassement, c'est 3 leaders qu'on a en France. On a 3 cabinets leaders, hein, BPI, Altedia, Soli, qui se partagent, accrochez-vous bien, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. 3 cabinets, 160 millions d'euros. Hum, Et puis derrière ça, il y a une chose complètement méconnue, c'est les fonds de retournement. Les fonds de retournement, c'est des gens qui investissent de l'argent dans des entreprises moribondes. On a racheté l'euro symbolique au tribunal de commerce. oui, On fait le chantage auprès des élus. oui. On dit, ah ben, écoutez, si vous nous aidez pas, nous, on va être obligé de dégraisser. Le personnel, on ne peut pas le garder. Non. On empoche des sommes conséquentes. Hein. Je crois que l'IS, c'était 9 millions d'euros. Hum, Et là, derrière ça, quand on a empoché le pognon, hum, quelques jours plus tard, on dégraisse. hum. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a remis un peu l'entreprise à flot,
on la revend avec une plus-value conséquente. Ben ça, Bernard Tapie savait bien faire ça. Tous, Et il n'y Calmels, a pas que Forenca, tous lui. ces gens-là, c'est tous, hein, tous ceux qu'on donnait là-dedans, Hmm. ça a été cette mécanique-là. Mais cette mécanique-là, elle est permise par l'État. Bien sûr. Hein. Quand Giscard d'Estaing, quand il y a eu le choc pétrolier, a créé le CIASI, hein, en 74, c'était ça. Toi, tu es mon copain, tu craches pour mon parti, on te sauve. Mais toi, t'es pas de ma vie, là, tu crèves. Hein. Rappelez-vous, quand on a traité l'affaire de comment s'appelait ce groupe, le groupe Schneider. On a nationalisé les pertes Bien sûr. et on a privatisé les profits. C'est ce qu'on Hein, fait quand maintenant. monsieur le baron Ernest Antoine Seyer était à l'inspection, au corps d'inspection des finances. Ernest-Antoine Seyer, patron des usines actionnaires de Valeo, ancien président du MEDEF. C'était qui, Madame Valérie Giscard d'Estaing? Oui. C'est pas la famille Schneider? Et- Voilà. On a revu la même chose après avec Mitterrand. Quand oui. Mitterrand est arrivé au pouvoir, on a eu la création du CIASI. Le CIASI, qui était le comité interministériel de restructuration industrielle. Et puis, moi, j'ai une affaire qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est celle de Bernard Arnault, Bernard c'est Arnault. celle de François Pinault, celle de Bolloré. Ces gens-là, c'est des prédateurs, c'est des gens qui n'ont rien créé. Bernard Arnault, il s'est gavé sur le dépeçage de Boussac. Alors, je vous invite à aller voir l'affaire Boussac. Hein. Tout ça, c'est des affaires. Euh, les grosses affaires comme ça, on comprend toute la mécanique, hein, tout le Bien fonctionnement. sûr. Pinault, c'est quand un grand copain de Le Pen lui a dit, mais reprends Isoroy, numéro un mondial, numéro un national du contreplaqué français, hein, entreprise Isoroy, pareil. Tous ces gens-là, ils ont bâti leur business sur de la prédation. Ils n'ont rien inventé, ces gens-là. C'était des prédateurs. Voilà, c'est ces gens-là qu'on encense. Non, mais c'est incroyable. On crache sur la gueule de ceux qui sont aujourd'hui à la rue, les RSA, et ces gens-là, on les applaudit. Il y a quelque chose de pas net, hein, dans la conscience des gens. Enfin, pour moi, il y a des gens qui sont pas clairs. Hein. Il arrive à victimiser les gens qui sont pauvres, alors qu'ils peuvent avoir des rémunérations à 100 000 € par mois. Exactement. Puis derrière ça, Oui. uniquement derrière, on a les banques. On a les banques. Alors, les banques, on les entend pas se plaindre parce que c'est. Il faut pas oublier une chose. Une banque, quand elle prend un râteau avec une entreprise, la banque fait beaucoup de bénéfices, de toute façon. Hein, ils font des bénéfices énormes. Donc, quand elles prennent avec un râteau avec une entreprise, là, qu'elles sont en train de vouloir menacer le chef d'entreprise et tout, pour elles, c'est une aubaine. Parce qu'elles provisionnent la perte, ce qui a été impayé par l'entreprise, elles le provisionnent dans les pertes, ce qui fait qu'elles défiscalisent. Oui. Hein. Et puis, quand l'entreprise est réellement morte, rassurez-vous, il se paie sur la bête, hein, parce que les actifs sont les premiers, aux premières loges, hein, aux premières loges pour se payer. Voilà, donc elles jouent un double jeu. Et puis, le fait de faire du crédit à des gens à risque, Oui. ça fait monter aussi le coût du crédit. Ah bah oui. Pour elles, c'est tout bénef. Donc, ce qui est incroyable, ce qu'il faut aller voir, moi, je vous invite à aller voir, Tu connais la la formule, crise, Michel, plus on est pauvre, plus on paye. puis on paye. Hein, et je vous invite à aller voir le parallèle des prêts toxiques, les subprimes en 2008 aux Oui. États-Unis, où là, on a fait accéder à la propriété des gens qui, par définition, n'avaient pas les moyens d'y accéder. On a installé des prêts à taux variables, des emprunts toxiques. Oui. Et ce qui était incroyable, c'est que vous aviez des gens qui avaient payé 75, 78%, 80% de leur pavillon. Quand ils ont été saisis, hein, que les flics américains sont arrivés pour déloger les gens, ceux qui ont les rapaces qui étaient derrière, qui ont racheté ces maisons-là, le prix de vente de la maison ne payait même pas ce qui restait à courir. Même s'il restait 15%, ça ne payait pas ce qui restait à rembourser à la banque. Les rapaces, j'aime bien ton mot rapace, on a ça dans le monde agricole, on appelle ça aussi le cannibalisme, ceux qui viennent manger sur la bête quand un agriculteur est en difficulté. Eh bien, chez nous, on a exactement
l'équivalent de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise des subprimes, mais on l'a avec les PME, PMI et les exploitations agricoles. C'est bâti pareil. C'est le même modèle. Oui, à ce C'est ça titre, je salue Martine Donnette qui se bat parce qu'avec les petits commerces, et elle nous rappelle que 62% des communes en France ont perdu leurs petits commerces. Ils ont ruiné les petits commerces. voilà, hein. Et derrière, euh, on trouve qui derrière ce premier front de profiteurs, hein? Eh ben, on retrouve quoi? Le business des travailleurs sociaux, l'IGAS. Donc, travailleurs sociaux, puisque tous ces gens-là sont cornaqués par les présidents de conseils départementaux, Oui, les assistantes sociales, les conseillers sociaux, les psychiatres, les pédopsychiatres, les foyers de gosses, les foyers d'enfants qui sont placés. Parce qu'il faut aller voir le profil des associations qui tiennent ça. Parce que là-dedans, vous avez, c'est marrant, vous avez des acteurs privés, et souvent des fondations, des gens comme ça, des associations philanthropes, hein. oui, Et vous avez beaucoup de philanthropes où là, on a des acteurs privés, puis on a aussi beaucoup de capitaux publics. oui. Allez voir de quelle manière le pognon est détourné. J'ai des exemples, hein. Euh, le foyer de Quoi-la-Forêt dans l'Oise, hein. Un mec avait payé sa campagne électorale avec l'argent du foyer des gamins, qu'on a retrouvé trempé avec des abus sexuels là, sur des mères isolées au foyer d'Ariane, hein, qui avait été créé par Philippe de Villiers à La Roche-sur-Yon. Hein. Tapez le foyer d'Ariane, tapez le foyer pour enfants de Quoi-la-Forêt, hein, monsieur qui s'appelait Baudry, vous allez voir, c'est en 2 clics, hein, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Allez voir des fondations comme Personnage qui a été monté par Lino Ventura avec ses grands copains, Gabin, notre ami, notre mon grand ami Alain Delon, hein, paix à son âme. Allez voir ces gens-là. Attendez, on a eu un truc qui s'appelle, alors ça c'est ce qu'on appelle le capitalisme inclusif. Allez voir l'histoire des cafés joyeux. Cafés joyeux à Rennes, là où on a en fait, on fait travailler des enfants bon, trisomiques ou ces gamins-là, mais bon, où vont les bénéfices. Puis quand on voit qui gère ça, on s'aperçoit que c'est une charmante dame qui, avant d'être devenue rat de cave, hein, était rat d'opéra, est passée par la fondation Personnage. Et puis, on s'aperçoit que Personnage, il y a eu des affaires d'inceste sur les gosses. Il y a eu des fonds détournés. Hein, je me rappelle des fonds détournés dans la fondation Personnage en Suisse. Vous voyez tout ce qu'on peut trouver derrière tout ça, derrière ces choses apparemment bienveillantes, on les débusque, hein, les rats. Et puis quand on suit cette bande de rats, on retombe sur qui? Sur le plus DI. Là, ça pose question. Donc regardez aujourd'hui vers quoi on veut nous emmener, un capitalisme soi-disant vertueux, ce qu'on appelle le capitalisme inclusif. Allez voir ce qui se cache derrière tout ça. Vous allez voir quand ça sera mis en place, il y aura beaucoup de gens à pleurer. Mais personne ne voit ça. Moi, ça me surprend. Donc, derrière ça, ben, effectivement, on s'aperçoit que derrière les associations et les fondations, il n'y a pas de contrôle, c'est pillage open bar. Ah bah oui. Je dis bien open bar. Et derrière, on retrouve qui? On retrouve le milieu médical. Regardez un petit peu comment le milieu médical et pharmaceutique, comment ces gens-là ont opéré pendant le Covid, comment ils se sont comportés pendant le Covid. Vous allez vite comprendre. Bien sûr. Je pourrais donner des noms, hein. Bon, on a eu M. Attal, je crois, qui a été conseiller chez Mme Touraine quand elle était ministre de la Santé. Chez Marie-France Touraine. Hein. On a eu un certain, très proche d'ailleurs de M. Attal, un certain Vial, Oui. hein, qui était le mentor d'un certain Cahuzac, Oui. Jérôme Cahuzac. très proche des labos. Allez voir toutes ces affaires-là, vous allez comprendre. Villeneuve-sur-Lot. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. Voilà. Donc vous allez voir un petit peu derrière tout ça qui on retrouve. Hein. Alors, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Hein. Suivez les petits ruisseaux, suivez le petit ruisseau, puis allez voir jusqu'à la grande rivière et jusqu'à l'océan. Vous allez voir.
Donc, on a derrière les labos les acteurs du tabac, mm, les acteurs de l'alcool, mais vous avez aussi les professions judiciaires, les magistrats. mm, Euh, Quand vous avez une famille qui divorce, allez voir le divorce, le divorce pour faute. Combien d'avocats ont dit alors aux épouses, mais madame, dites que votre mari a abusé de son gosse, puis vous allez voir. Faut voir ce qu'on a trouvé là-dedans, hein, parce que oui, et des procédures qui ont duré des dizaines d'années. Hein. Vous avez les greffiers qui sont derrière ça, vous avez les huissiers, euh, vous avez tous ces avocats spécialisés en droit de la famille. Hein. Moi, je vous invite à aller mesurer un code civil. Prenez un code civil, vous prenez un mètre ou un pied à coulisse, ce que vous avez sous la main, puis regardez dans le code civil ce que mesure le droit de la famille. oui, Vous allez tout de suite comprendre, il n'y a pas photo. Où est la source du business? mm, Et regardez ces juges pour enfants. Regardez un peu ces gens qui jouent les Don Quichotte. Hein, parce que il n'y a rien pour garantir, même si vous êtes un bon parent ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui garantit. C'est toujours le juge peut, c'est jamais le juge doit. oui, Vous pouvez avoir le meilleur rapport possible, mais le juge, il ne donnera jamais suite à ce que vous dites. Il en a rien à foutre. Parce que le droit est bâti, il y a un certain nombre de verrous qui font que vous n'aurez jamais raison. Et l'avocat, tout de suite, quand votre gosse a été placé, oh ben, il vous accompagne tout de suite, il vous saute dans les bras. Hein. Il va jouer les Don Quichotte contre les moulins à vent pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Hein. Si votre gamin a été placé à l'âge de 8 ans, de toute façon, on vous le rendra qu'à la majorité. Pendant 10 ans, ce mec, il vous aura piqué du pognon. mm. Et financièrement, la plupart du temps, c'est des salariés à qui ça arrive ou des gens du bas de nous, et on n'a pas les moyens. Parce que Moi, j'ai, si on prend l'aide juridictionnelle, avec l'aide juridictionnelle, bah, fait moi, rien. j'ai une bonne amie là, qui est juriste, hein, auprès de l'ONU. Elle me dit, Michel, voilà, dans mes repérances, j'ai une personne, on lui a récupéré son gamin parce qu'elle est tout simplement intérimaire. Mm, Elle a un bon boulot, mais elle est intérimaire. Et parce que madame n'a pas de voiture perso et qu'elle prend les transports en commun. mm, On juge qu'il y a un danger pour l'enfant parce qu'elle prend les transports en commun. Voilà ce qu'on retrouve dans le dossier pour avoir motivé le placement du gosse. mm. Non mais on est où là? Ah oui, Mais oui. vous, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe là pour tous ces gens-là. Mm, C'est un truc de fou. Donc, et derrière, qui vous retrouvez au coin du bois derrière tout ça? Ben, vous retrouvez les milieux criminels. Parce que les gamins qui ont été en foyer, qui ont eu leur vie broyée, ces gamins-là, c'est du minerai, c'est de l'aubaine pour le milieu criminel. On va enrôler les gamines dans des réseaux de prostitution, on va enrôler les gamins dans des réseaux de trafic de drogue. Hein. Moi, je me rappelle d'une étude qui avait été faite par un gars sur Perpignan. Comment on retrouvait les gamines prostituées à la Jonquera, hein, sur la frontière franco-espagnole. D'ailleurs, la présidente du département à l'époque avait voulu porter une plainte contre ce gars-là, qui lui faisait des recherches dans un cadre universitaire. Donc, voilà, on avait donc retrouvé, suite aux recherches de cet universitaire, des gamines prostituées à la Jonquera, des gamins de l'ASE retrouvés comme trafiquants de drogue. Hein. C'était énorme, hein, ce qu'il avait découvert. Mais on n'a pas ça qu'à Perpignan, on a ça partout. Et en fait, on s'aperçoit que derrière tout ça, ben, on retrouve quoi? On retrouve la prostitution, on retrouve les stupes, les cigarettes, on retrouve le monde de la nuit. On retrouve aussi le sport, Oui. que le sport est impliqué. On retrouve tout un tas de fondations qui touchent l'humanitaire et autres et qui sont aussi impliquées. Il faut voir tout ce qu'on retrouve. Hein, et la formation professionnelle, que les gamins qui sont en difficulté, qui veulent se reformer, allez voir l'escroquerie à la formation professionnelle. C'est gigantesque en France. Tout à fait. C'est énorme. Là-dessus, on pourrait faire une émission complète. Ah oui, ah oui. On trouve le trafic d'êtres humains, puis derrière la grande délinquance financière, parce que tout ça génère des flux financiers conséquents. Il faut aller voir à qui ils profitent ces flux. Voilà. N'oubliez pas que la mafia italo-américaine, quand il y a eu la prohibition, c'est ce qui a financé l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, posez-vous la question de ce que vont financer les flux aujourd'hui qui sont captés par le milieu criminel. C'est ce que vous allez vous prendre dans la gueule dans 3 à 5 ans. C'est ce qui va vous arriver sur la tête.
Ça, personne n'en a conscience. Voilà. Donc, euh, allez, en clair, j'ai passé. Alors, si vous voulez vraiment prendre conscience de tout ça, tout ce que je vous ai dit à travers les grands corps d'État, je vous conseille la lecture d'un ouvrage que moi j'ai lu assez récemment qui s'appelle Les requins. Les requins, oui. C'est Julien Commer qui a écrit ce bouquin. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'affaires, vous voyez. Hein, vous avez l'affaire Elf, l'affaire Thompson, Les les affaires du requins, TGV. les requins sont puissants. Maître Jacques Vergès, que tu connaissais bien, hein, Michel, avait dit que les requins, même si on tendait un filet et qu'on réussissait à les prendre, il allait casser le filet. Bien sûr. Et vous allez retrouver derrière ça quand je vous parlais des grands corps d'État, des corps techniques, donc vous allez retrouver, moi j'ai bossé, là je suis arrivé, j'ai 3 mois de travail hein, sur l'affaire Elf. 3 mois de boulot à temps complet. C'est Parce que énorme. derrière les émissions que je vous fais, je vous dis pas le temps de recherche que j'ai derrière. Ah oui? Et j'ai donc été 3 mois sur l'affaire Elf, Oui. pour peut-être une émission qui sera peut-être jamais, mais par contre, je suis allé très loin dans l'affaire Elf, très très loin. Et en fait, comme le bouquin Les requins traitait de l'affaire Elf, donc j'ai vu qu'Elf avait des connexions avec beaucoup d'autres affaires. Et Comer, il a fait un super boulot, mais allez voir ça, c'est la corruption des marchés publics, vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est paru chez Flammarion, donc les affaires qui touchent Elf, Thomson, le TGV, la GMF, les travaux publics et les partis politiques. Donc, vous allez retrouver un condensé de tout ce que je viens de vous expliquer là, que je viens de vous vulgariser, parce que ce que je veux, c'est rendre les choses hyper compliquées, les rendre hyper simples C'est pour ça. que vous en ayez la compréhension. C'est C'est ça. ça mon but. Donc, j'ai passé ma période de préado, hein, l'époque où je distribuais des pains. D'ailleurs, c'était marrant quand j'avais tabassé le brave associé et neveu du président de la Chambre d'agriculture de l'Orne, le pauvre chéri, il était dans son joli tracteur New Holland tout neuf, il y avait 4 marches, il n'en a pas fait une pour descendre. Mais c'est des gens qui avaient porté plainte contre moi, bon, à juste titre, hein, mais qu'une fois au tribunal, ne se sont ni fait représenter, ni se sont présentés eux-mêmes. Parce que j'y suis retourné avec des dossiers. J'ai dit, si vous voulez, on y va. Alors là, j'avais transformé ça avec de l'humour. J'étais tombé sur un président de tribunal argentan qui était un mec super. C'était vraiment, c'était un ange, le président, une personne d'origine africaine, mais avec qui, pendant toute l'affaire, on a eu une partie de ping-pong humoristique. Et je lui avais envoyé un gros paquet de documents. Et c'était à l'époque où Frédéric Vaux, Oui, donc grand patron de la police française, était préfet de la Mayenne. tout à fait. Alors, j'avais intitulé la missive que je lui avais envoyée en recommandé accusé réception, veau, vache et cochon. Veau était derrière l'affaire du Carlton, Oui, hein, c'était le grand copain du proxénète Roger Cochefer. Donc, quand ils avaient voulu baiser Strauss-Kahn, hein, il y avait oui, le plan numéro 1 qui était monté à New York et il y avait le plan bis qui était monté à Lille. oui. Et ça, c'était, bon, j'avais fait une petite allusion avec les trafics de la MSA Mayenne-Nord-de-Sarthe, la caisse centrale MSA, donc les détournements de l'argent des agriculteurs. Et le pauvre, il avait les yeux écarquillés. Monsieur, c'est vous qui m'avez envoyé ça? Bah, j'ai dit oui, monsieur le président. Vous voyez, j'ai l'accusé réception dans la main, donc ça ne peut être que moi. Et je lui avais dit non, non, mais je prépare une série d'ouvrages, et notamment une ouvrage sur les organisations Stay Behind, donc le recrutement des criminels nazis par l'ancêtre de la CIA Oui. pour installer des groupes clandestins dans les pays d'Europe. Et vous allez voir, d'ici quelques jours, je vais faire une émission, normalement qui est programmée sur la chaîne de Nicolas Bouvier avec un ancien commissaire des renseignements généraux. Donc vous irez voir que ce que je vous dis, c'est pas des comptes de café du commerce. Non. Non, parce que la personne avec qui je vais visiblement faire l'émission, avait pour employeur Yves Bertrand, celui qui avait dénoncé l'usage des fonds patronaux pour la campagne de Monsieur Giscard d'Estaing. Oui. Voilà. À l'époque où Monsieur Daniel de Vavrin, PDG du Cher, était à la tête de l'UIMM. Lui et C'est-à-dire on finançait à la fois la campagne de Giscard d'Estaing et on finançait aussi tous les syndicats français. C'était tout la à gamelle fait. des syndicats, affaire de l'UIMM. D'ailleurs, je vous recommande cet excellent ouvrage Histoire secrète du patronat, bien sûr. à nos jours. Ça, c'est indispensable de lire ce livre-là. Tous les gens qui parlent
de problèmes économiques, c'est indispensable de lire ce livre-là. Hein, Michel? Oui, c'est indispensable. Vous comprendrez pourquoi les patrons collabos sont devenus sur le tard des patrons résistants. Vous allez comprendre qui ont été les profiteurs de guerre, sauf qu'après la guerre, ils ont profité de votre dos. Hein, c'est sur votre tronche, sur la nôtre, hein, parce que moi j'en fais partie, rassurez-vous, je suis pas à l'écart du troupeau. Mais voilà, c'est nous qui avons été les dindons de la farce. Et derrière ça, alors moi j'ai découvert ça quand j'ai travaillé sur l'affaire Elf, le rôle de l'Opus Dei. Donc l'Opus Dei qui apparaît très inoffensif, José María Escrivá de Balaguer en Espagne. Mais si, il faut aller étudier de fond en comble les sociétés secrètes. C'est pas les partis politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui au niveau mondial, ce sont les sociétés secrètes. Et allez voir l'origine des sociétés secrètes. Quand vous aurez été gratté là-dedans, vous comprendrez tout. Voilà. Alors, dans les milieux économiques, tu sais qu'on côtoie, Michel, ou les diplomates, les docteurs en sciences économiques, les gars, là, quand on fait des conférences internationales, ils les appellent les donneurs d'ordre. C'est ça? Ils Oui, disent que, bon, au-dessus de Macron, Mélanie, enfin, peu importe, il y a ce qu'il appelle les donneurs d'ordre. Alors, bien sûr. ces donneurs d'ordre-là, tu les vois pas forcément à la télé. Tu vas pas les voir à la télé. Si, si, on les connaît tous, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est le rôle. Je vais t'expliquer. Quand tu vois rien que pour le patronat, Il y en a qui sont pas filmés, hein. C'est un petit groupe. Ils sont cachés. regarde le patronat. Parce que le patronat français, il n'y a pas d'intelligence économique en matière, il n'y a pas d'intelligence en matière économique en France, sauf pour des secteurs sensibles. Oui, il y avait un programme. L'énergie, Oui, il y avait un programme pour l'énergie. Alain Juillet en faisait partie, mais pas pour nous. voilà, l'énergie, l'armement, Oui, exact. les grandes lignes, le luxe. Oui, Parce qu'effectivement, Monsieur Arnaud, il peut embaucher des anciens à l'ASCAR de la DCRI c'est pour son ça. compte personnel. Là, on a une intelligence économique pour les Oui, PME, PMI. N'oubliez pas que le patronat, il est séparé en deux clans. Le patronat du patronat, ça s'appelle l'AFEP, l'Agence française des entreprises privées, qui a été montée par Monsieur Ambroise Roux et Ambroise Roux, Monsieur, et monsieur Dominique Strauss-Kahn tout à fait. derrière, en embuscade. Et ça, c'est le patronat du patronat. C'est Aujourd'hui, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. MEDEF, non, non, mais là, je parle de l'AFEP. Tu parles de la fête. L'AFEP, hein. C'est l'AFEP qui dirige tout. Et là, Oui, aujourd'hui, c'est Madame Patricia Barbizet. oui, Donc, allez voir l'entourage de tous ces gens-là, c'est des gens qui appartiennent à l'Opus Dei. oui. Alors, moi, je ne suis pas une fixation sur l'Opus Dei, Non? mais quand vous voyez des gens, on sait qu'ils sont affiliés à ces groupes-là, quand on les voit tremper dans des scandales financiers, comme ça s'est retrouvé avec la Matesa, la fameuse société espagnole, quand il y a eu le scandale du financement des Républicains indépendants, donc du parti de Giscard d'Estaing, avec De Broglie, quand De Broglie qui a été assassiné. Donc tout ça touchait l'Opus Dei. L'affaire des avions renifleurs, alors moi j'ai découvert ça en travaillant sur le dossier Elf. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai travaillé par recoupement. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est que des mecs de l'Opus. Il y a des gens qui sont proches des plateformes pétrolières, Jacques de Châteauvieux, fréquentation de Patricia Barbizet d'ailleurs, impliqué aussi dans le pétrole et autres, membre de l'Opus. On se dit, waouh, c'est comme l'Opus se présente comme un club de boulistes, mais quand vous regardez tout ce qui découle de ça derrière, vous comprenez que c'est pas un club de boulistes. C'est bien autre chose. Mais c'est ça qu'il faut aller voir. Et aller voir l'origine des sociétés secrètes, vous allez comprendre. On vous dit, ouais, là, tantôt la franc-maçonnerie, tantôt l'opus. Mais non, la franc-maçonnerie roule pour l'opus. Faut chercher le Euh, cochonnet. ouais, des gens qui me disent, mais Michel, tu craches sur la religion. On les connaît tous, les cathos, ou les cathos intégristes. Oui, Eh, la religion catholique, elle est infiltrée par qui depuis des années? Vous voyez, là, j'ai l'ouvrage de l'abbé Emmanuel Barbier, les infiltrations maçonniques dans l'Église. Ben oui, mais quand il n'y a plus que ça, il n'y a plus d'Église. ben non, Vous allez prier quoi aujourd'hui? Dieu ben ou le non. diable? La perversion des rites, ça existe. Vous allez prier quoi? C'est ce que je dis toujours. On mesure la qualité de l'arbre, non pas à l'aspect de l'arbre, mais à ses fruits. Tout à fait. Quand je vois des gens aujourd'hui, j'en connais des cathos intégristes qui viennent me cracher sur la gueule des musulmans, machin, ceci, cela. Il disait quoi, Saint Isaïe? Il disait malheur à celui qui accumule maison sur maison et champ sur champ.
hein, c'était ça. Celui qui s'agrandissait sur la gueule de celui qui faisait crever en face, de toute façon, ça allait rouler pour un certain temps, mais ça allait mal finir pour lui. Obligatoirement. Je vais pas accrocher ou déformer le nom du prophète d'Allah, qui avait dit la même chose. Il disait la même chose. Malheur à celui qui bouffe sur la gueule de son voisin. Tout à fait. Et voilà, c'est qui est aujourd'hui encore en tête les 10 commandements? Hein, il ferait mieux d'abandonner le code civil, le code de procédure civile, le code pénal et le code de procédure pénale pour se consacrer à ce qu'il y avait dans les 10 commandements. La société fonctionnerait beaucoup mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui. Et Évidemment. ça, c'est la révolution, c'est les puissances de l'argent qu'on a amené au pouvoir. C'est ça qui détruit nos sociétés, c'est rien d'autre. Bien sûr. Alors, voilà, donc aujourd'hui, ben moi, comme je vous le disais, j'ai dépassé ma période pré-ado où je distribuais des pains, mais maintenant, il faut travailler. Parce Oui. que si on ne se concerte pas tous ensemble, des gens qui ont un peu de connaissances, des gens qui sont spécialistes dans leur. Moi, je suis un petit joueur, hein. Je suis un petit généraliste, hein, qui a creusé là-dedans par passion. Ouais, Mais il faut qu'on s'entoure de gens qui sont vraiment des experts sur leur domaine, dans le domaine économique, pour oui, savoir comment on résiste à ça. c'est Qu'est-ce ça. qu'on met en face Mm. que vous évitiez d'en prendre plein la gueule, parce qu'à un moment donné, vous allez en prendre plein la figure. Qu'est-ce Voilà, qu'on met donc en c'est ça. face? Oui. Oui, Mm. voilà. Donc, il y a un moment, il va bien falloir que rester derrière l'écran, c'est bien, mais il va bien falloir à un moment s'organiser pour travailler ensemble, hein. Regardez, je vous parle de l'Opus. Alors, l'Opus, on voit la casse qu'il a fait dans le monde industriel, artisanal, mais la même chose dans l'agriculture. Les jeunesses agricoles catholiques qui n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Parce que ce qu'il y avait derrière, c'était les milieux d'affaires et les milieux banquiers, derrière la JAC. Hein, je vous l'avais expliqué, ça déjà. Je ne vais pas y revenir. Donc, regardez quand vous voyez Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, aujourd'hui, députée Nathalie européenne, Loiseau, députée européen sous la bannière Macron, pour ceux qui savent, sont pas au voilà, courant. qui a été une très proche de Juppé. Donc, tous les gens appartenant à la galaxie chiracienne, Oui, qui étaient des membres de l'Opus et qui ont été mis autour de Juppé. oui. Hein. Allez voir Opus Dei, gouvernement Juppé, vous allez tous comprendre. Hein, les Nathalie Guémards, Loiseau. les docteurs Lejeune et compagnie, vous allez voir ces gens-là, ce qu'ils prônaient, ce qu'ils préconisaient, puis vous allez comprendre l'ampleur du Nathalie problème. Loiseau, compagne de Louis Alliot, De Louis Alliot, maire de de- Perpignan, Front National. Non, excusez-moi, oui, Rassemblement National. Rassemblement national, hein, Louis Alliot. Mais alors Nathalie Euh, Loiseau, j'ai cru voir aussi que c'était l'amie du patron du MEDEF, Patrick alors Martin. moi j'ai Alors cliqué. elle est pas mariée, elle est pas mariée. Alors ben moi j'ai cliqué compagne de Patrick Martin et je tombe Nathalie Loiseau. Je dis non c'est pas possible. Alors c'est peut-être un fake, hein, j'emploie le conditionnel. Mais si c'est le cas, ben là ouais, là ça parle. Moi ça me parle. Hein, parce que n'oubliez pas que derrière Éric Martin, c'était le numéro 2 du MEDEF, hein, parce que le président du MEDEF, c'était Roux de Bézieux. Roux Roux de Bézieux. Geoffroy Roux de Vous Bézieux. le- Et là, voilà, ça oui, doit être Patrick Martin, c'est pas Patrick? oui. Alors attends. Roux de Bézieux, il a quitté le MEDEF quand il y a eu le scandale que Martin a étouffé de l'AGS, l'Agence de la garantie des salaires. C'est vrai. En 13 ans, on estime, accrochez-vous bien, à 15 milliards détournés Oui, dans les caisses de l'Agence de garantie des salaires. oui. Donc, je crois que c'est en 74 qu'on avait créé l'AGS, hein, Oui, il me semble, oui, euh, 74, oui. c'est 74, hein, où on Oui, avait créé un fonds de garantie pour payer les salaires des salariés des entreprises en difficulté. c'est ça. Donc, il y a une cotisation patronale. Alors, que font les mandataires liquidateurs? Bah, eux, ils demandent à l'AGS de provisionner quand ils ont une entreprise en difficulté. Ils demandent à l'AGS de provisionner pour payer les salaires. L'argent, la plupart du temps, il est garé de côté. Il y a des entreprises en difficulté où visiblement les salaires n'ont pas été payés. Ce serait le cas pour Maury TNTE. Hein, j'ai quelques exemples comme ça. Donc il y a de l'argent qui a été dilapidé. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font les gars quand la boîte elle est complètement tombée? Ah ben ils disent non, mais nous on peut pas vous rembourser parce que de toute façon il n'y a plus d'actifs, il n'y a plus rien. Et l'argent a été détourné. Et on estimerait, hein, ça c'est Anticor qui avait, hein, on comprend pourquoi Anticor a perdu son agrément d'ailleurs. Hein, il avait été là-dessus, il a peut-être eu le tort d'y aller d'ailleurs. Et puis, ben, c'est 15 milliards qui ont été détournés en 13 ans, hein, selon les estimations. Tout ça étouffé. Donc Alors là, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est l'ami de Nathalie Loiseau et vit plus ou moins avec Patrick Martin, enfin, on ne sait pas trop. Elle a vécu avec Louis Alliot. Bon, Elle a vécu avec Louis Alliot. Alors, on sait que derrière le FN aussi, il y a une branche, tout ça, où c'est l'Opus Dei, et encore, on trouve les mêmes. Hein, la frange ultra-catholique, et comme c'est vérolé, hein, comme tout ça, ça a été vérolé. Alors, tout ça, faut remonter. Pour comprendre tout ça, il faut remonter aux origines des TAE, des tribunaux de commerce, hein, dont je oui, vous avais parlé. oui, Puisque à l'époque, il y avait deux familles au pouvoir. Hein, quand il y a eu les tribunaux de commerce en France, c'est 1563, c'est Michel de l'Hospital. c'est ça. Il a été mis en place par Catherine, à la demande de Catherine de Médicis, dont le Oui, fils Charles IX était le roi de l'époque. tout à fait. C'est Catherine de Médicis qui avait demandé à ce type, qui était huguenot, de fonder les tribunaux de commerce. On ne voulait pas que les litiges commerciaux arrivent dans la justice ordinaire. Il fallait que ce soit les commerçants qui jugent les affaires commerciales. Alors, je ne vous dis pas quand les affaires des petits sont jugées par les gros. On comprend ce qui se passe. Hein, enfin, ça laisse augurer. Catherine de Médicis, c'est, tu dis quelle année? Alors ça, c'était 1563. La Voilà, création des tribunaux de commerce, c'est voilà, 1563, voilà, à la demande de Catherine de Médicis. voilà. Sachant que C'est eux, la famille de Médicis, qui à l'époque s'étaient opposés à la religion catholique quand les cargaisons voyageaient par bateau et l'Église ne voulait pas qu'il y ait de taux d'intérêt sur les marchandises. Et ils ont c'est trouvé ça. l'astuce, la famille de Médicis, en disant, bah oui, c'est vrai, c'est contraire au principe de faire de l'argent sur le dos des autres. On va pas compter de taux d'intérêt, mais on va être obligé d'assurer les cargaisons. Faut les assurer parce qu'elles peuvent tomber en mer. Et l'assurance s'est transformée en taux d'intérêt et la suite, on la connaît. Puisque les Médicis, à l'origine, étaient des propriétaires fonciers, propriétaires terriens. Oui, Ensuite, ce sont devenus des banquiers, et ensuite, des banquiers qui ont pratiqué l'usure, donc des usuriers. Donc, voilà. c'est des gens qui faisaient déjà de l'argent sur la misère. Hein. On était déjà là dans les années 1500. Hein. Ah C'était, oui, voilà. C'est incroyable que les gens n'aient pas encore compris. Mais c'est incroyable. On a la même recette depuis le Moyen Âge et personne n'a encore compris comment ça fonctionne. Moi, il y a des choses qui m'étonnent. Et donc voilà. Et qui était à cette époque-là au Vatican? Les Borgia, oui, les fameux Borgia d'origine espagnole. bien sûr. Donc cherchez pas les origines du franquisme, de l'ultra-droite, hein, et des phalangistes espagnols. Vous suivez toute la trame. Moi, je Oui, peux vous la suivre jusqu'en France. Hein. On oui. pourrait passer une émission là-dessus complète. Ah bah Voilà. oui. Mais voilà, voilà l'origine des choses. Donc aujourd'hui, ben, il va bien falloir quand même qu'on essaye de vulgariser ça, d'essayer de monter des groupes de travail avec des gens qui Oui, ont travaillé, même des gens qui ont travaillé sur l'histoire, qui sont vraiment des pros du truc. Et il va falloir qu'on mette notre intelligence perso pour construire une intelligence collective. c'est ça. Et ça, j'y tiens. Alors, moi, je vous le dis, j'ai monté une cagnotte. Oui, tu as raison. Pour le moment, j'ai 11 donateurs. Je remercie, j'ai quelqu'un qui a 11 donateurs qui m'ont. Bon, je dois être à 400 euros de cagnotte. 400 euros, on fait rien. J'ai un gars qui a donné quand même 200 balles. Je le remercie, c'est vraiment généreux. Mais voilà, moi, ce que j'attends des gens, c'est que tout le monde donne 2 ou 3 euros. Oui, 2 c'est ou 3 suffisant. euros, si vous êtes. Le prix d'un paquet, allez, le prix d'un paquet de clopes, Ouais. si vous donnez le prix d'un paquet de cigarettes, nous, on peut faire des universités d'été, là, on peut démarrer tout de suite. On peut Ouais. démarrer tout de suite, on peut Et on commencer à peut bosser. faire un rassemblement type université, alors d'été ou d'automne maintenant, parce qu'on est avancé. Voilà. Et là, on peut faire intervenir des gens et on peut le médiatiser. C'est ça. Donc, bah, moi, ce que je cherche en moyen, si vous voulez, c'est bah, des moyens au moins de restauration. Si on fait un barbecue ou un truc, qu'on fasse ça au moins sanitairement avec des choses correctes. Et puis, bah, qu'on puisse au moins acheter ne serait-ce qu'une tente ou un truc comme ça, pour pouvoir avoir un lieu de rencontre. Le lieu, Philippe, on l'a. Et Oui. c'est surtout pour que on puisse commencer là, mais dès août, septembre, hein, parce que ben, on sait, le monde agricole, tout ça, les gens sont dans les récoltes, on va rien faire. C'est pas d'aller sauter dans tous les coins, de se bagarrer. Non, c'est comment on réfléchit, comment on agit. Moi, je suis dans le concret. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens qui suivent sur les réseaux, ils ont une espèce de plafond de verre. Hein. Le plafond de verre, c'est l'écran. Ils sont incapables de se projeter dans la vie réelle. C'est malheureux, hein. Mais de plus en plus, on est en train d'emmener les gens vers une sorte de vie virtuelle. Oui. Mais ce que vous allez prendre dans la figure dans 5 ans, ça va pas être du virtuel. Hein. Vous allez le prendre en réel.
Et c'est maintenant qu'il faut bosser. C'est maintenant, c'est pas dans 2 ans, Et 3 puis, ans, c'est maintenant. faut bosser sur le fond parce que, heureusement qu'il y a les réseaux. Beaucoup ont des chaînes et les réseaux, c'est très bien. Et il y en a beaucoup qui ont fait des chaînes pour le nombre de vues. C'est-à-dire, les gars, ils sont là et c'est la course au nombre de vues. Et c'est pas le nombre de vues qui va sortir les Français de la merde. C'est d'être dans le concret, de vulgariser où est le problème et de bien montrer du doigt la prédation, comme tu disais, la délinquance économique. Hein? Hmm. Moi, je le dis, c'est pas, je viens pas vous expliquer tout ça pour faire du buzz ni rien. C'est dans un but d'intérêt général. Hein. Moi, j'ai pas d'appartenance politique, j'ai rien. C'est, voilà, je fais ça dans un but pour que tout le monde essaye de pouvoir bouffer. Hein. Et voilà, moi, j'ai eu l'époque où j'ai travaillé, j'ai beaucoup bossé, je me suis fait spolier ma boîte sur une connerie d'escroquerie. J'ai compris que la justice n'en avait pas. Hein. J'ai compris qu'il n'y avait pas il y avait pas de justice pour les faibles et il n'y avait pas de loi pour les forts. Hein. Il n'y a pas de, regardez ce que vient de dire Darmanin. Darmanin veut supprimer les peines de prison pour les délinquants financiers. Oui, Parce que on est en train, on va quand même pas aller embêter des honnêtes gens. Parce que ces gens-là travaillent. Donc, sous prétexte que ces gens-là auraient une activité professionnelle, on ne peut pas les qualifier de délinquants. Alors, la délinquance financière, je vous garantis, c'est autre chose que la petite délinquance de quartier. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez où elle est, la volonté politique, de ne pas toucher à ces gens-là. Donc voilà, et la musique médiatique chaque jour sur la plupart des grands médias, hein, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ils font diversion en montrant une petite dame qui a été attaquée. Ils font diversion sur des sujets, mais ils vont hum, cacher ce qu'on vient de dire, c'est la ça. délinquance financière. C'est pour ça, je ne veux pas être sans arrêt à vous quémander des sommes. Non, c'est pas du tout ça. Euh, et essayez de nous aider à hauteur de 10 euros ou autre, mais essayez d'être nombreux. Parce qu'avec Philippe, là, nous, on voudrait démarrer, là, mais vraiment pendant l'été ou fin d'été, qu'on Oui. commence à se réunir, à travailler, et puis Avec vraiment quelques personnes qui connaissent d'autres sujets. qu'on soit sur du systémique. Hein, c'est sur du systémique. Ça, c'est le premier boulot que je voudrais faire, qu'on fasse vraiment voilà, tout le boulot que j'ai fait là, qu'on puisse le développer plus avec des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi le sujet. Hein, donc des gens qui soient des gens vraiment des experts là-dedans. Oui, Et puis qu'on commence à faire un boulot collectif. Puis après, moi, ce que je veux mettre en place, et ça c'est pour toucher vraiment tout le monde. C'est comment on résiste à la crise, parce que là, aujourd'hui, vous allez voir, les boîtes vont se casser la gueule. C'est de donner les grandes lignes, comment on se loge, comment on se nourrit, comment on peut se nourrir avec des faibles moyens. Et c'est vraiment des choses très pratiques que je vais mettre en place. Et puis là, on fera certainement de la rencontre. C'est obligatoire la rencontre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des parts de savoir. Moi, je sais pas tout. Hein. Je travaille là-dessus il y a un certain temps, mais je suis bien loin de tout savoir. Hein. Je suis pas un érudit. Et c'est de mettre du travail collectif et de mettre ça au plus grand nombre. Donc après, on fera oui. peut-être des capsules vidéo, on fera peut-être des choses utiles. Hein. Mais moi, je peux Et pas tu sans vois arrêt. bien, Michel, dans les recherches qu'on fait les uns ou les autres, on fait le point de temps en temps. Toutes les semaines, on en apprend, hein, Michel? Toutes les Oui, c'est ça. semaines, il y a quelque chose qu'on ignorait qu'on apprend. Voilà. Mais moi, j'ai pas de moyens. Je peux pas faire ça sans arrêt Ah sur bah mes non. deniers personnels. J'y consacre déjà ma vie. C'est pas simple. Et voilà. Et c'est pour que, bah, tu vois, Philippe, là, pendant l'été ou fin d'été, tu vois, on va essayer déjà de travailler, de monter un groupe, de se voir, de travailler ensemble. Puis après, ben, on va essayer de lancer une dynamique. Mais ça, on peut le faire qu'avec des moyens. Si on n'a Alors pas de moyens, toi, la cagnotte que tu as montée, elle est en ligne, elle s'appelle comment ta cagnotte? elle est en ligne. C'est Résistance à l'oppression républicaine. Je t'ai envoyé la copie. Voilà, Tu pourras je éventuellement vais le mettre dans les liens. voilà, mais là en lien. Mais voilà, je compte sur vous. Hein, c'est pas pour vous quémander, c'est pas pour Non, faire non, non, non. Les gens le savent mendiant. bien. C'est Ils savent et bien voilà, qu'on roule, ils savent, tous ceux qui nous connaissent, ils savent bien qu'on roule pas sur l'or. Toi, tu as une petite exploitation, tu avais une entreprise, ils savent bien qu'on fait ça, voilà, ils savent très bien à qui on va faire. et c'est pour moi c'est pour acheter quoi? C'est une friteuse, voilà, une friteuse éventuellement des trucs pour qu'on puisse se Bah, faire à puis les bouffer sans être obligé. déplacements, le problème, c'est les frais de déplacement quand on se déplace. Ouais, moi encore ça, c'est surtout le matériel collectif qu'on puisse pour les gens qui viennent, les accueillir dans des conditions correct, quoi. C'est uniquement ça. Hein. Et ce matériel-là, on pourrait louer et puis voilà. Mais après, bah oui, la location, on va faire nos premières, deuxième réunions qu'on va pouvoir filmer peut-être.
Et puis, mais non, moi, ce que je vois plus loin, c'est de faire venir des gens, et puis c'est de former des personnes, Oui, c'est de former un groupe, puis qui puisse reformer d'autres gens après. Hein. oui, L'histoire, c'est comment on peut traverser la crise sans trop de casse. Parce que vous allez l'avoir, la crise. ah Vous allez oui, la prendre en pleine figure. Ça, oui, c'est évident. De toute oui, façon, je suis pas devin, hein. Je suis pas devin, mais quand on voit la mécanique qui est en place et comment ça fonctionne et ce qui va devenir dans les années très proches, regardez ce qui se passe sur la scène internationale, vous mm. n'allez pas y couper. Ça, je vous le dis, vous n'allez pas y couper. Et Donc, faut mieux. est-ce que tu as décrit, Michel, tout à l'heure, la crise, hein, t'as chiffré, hein, sur 50 ans? Eh bien, il y a deux études qui ont été faites, une en Suède, une en Suisse. Tu vois, en Suisse, la Suisse n'est pas dans l'euro, hein. Eh bien, ils ont quantifié que les arrêts maladie, les gens sont en déprime, les gens sont en burn-out, tout ce que tu as dit, hein, les arrêts maladie, ça coûte 3% du produit intérieur brut de la Suisse et de la Suède. Et quand on veut parler d'agriculture, tu disais, bah, tu connais comment s'effondre l'agriculture. On a plus de 2 millions d'hectares en friche aujourd'hui en France. Et moi, je l'ai constaté, je suis sorti un peu, j'ai observé un peu autour de chez moi. Même dans ma commune et autour de chez moi, les terres partent en friche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Et les jeunes, dans les générations demain, tu y as fait allusion, ils voudront pas travailler dans ces conditions-là et ils auront raison. C'est même pas la rentabilité, c'est la volonté. C'est la volonté politique que les gens ne. On va perdre. Non, mais c'est ça qui est malheureux. Oui, On va perdre notre outil agricole. On est capable de oui. nourrir Oui, bah, largement le j'ai pays mon plus. copain Michel qui s'appelle comme toi Michel Bini. Il dit s'il n'y a pas une volonté politique de prendre un virage et de faire ce qui doit être fait, on va dans le mur. Moi, j'ai été voir un gars là, qui travaille sur la Seine-Maritime, hein, sur 5 hectares, qui a monté c'est pas un rêveur, hein, c'est pas un écolo ni rien, hein, enfin écolo au mauvais sens du terme, hein, je ne critique pas tous les écologistes, on va dire. Oui, Mais voilà, le gars, il a monté un modèle économique où il ramasse un paquet de pognon sur ah 5 oui, hectares, hein, oui, mais le gars, il tape dans la butte, il bosse, hein, oui, et il ne vole pas son argent. Mais voilà, ce modèle-là, je dis pas que c'est une généralité, mais il est transposable. Aujourd'hui, des petites entités, des trucs, moi le premier, hein, s'il y a un jour quelqu'un qui veut acquérir 5 hectares de terre avec une maison d'habitation, je suis le premier à larguer ma baraque. Si ça oui, peut installer quelqu'un, je suis le premier candidat à dire si tu veux racheter les 5 ou les 7 hectares que j'ai, ok, je te les cède et voilà, je suis prêt à vendre ce que j'ai parce que de toute façon, moi j'arrive en âge, puis de toute façon, ça va partir en friche chez moi. oui, J'ai du ça terrain. peut faire de ça peut faire de la permaculture ou quelque chose comme ça chez toi. Ouais, mais il y a une parcelle qui fait 3 hectares, labourable, tout, nickel, à côté de la maison, il y a des bâtiments, il y a plein de choses. Oui, Et voilà, il y a des bâtiments en dur. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui veut faire du maraîchage, qui veut devenir paysan boulanger chez moi, c'est jouable. oui, Voilà, oui. et au lieu de refaire laisser une structure qui va partir à l'abandon, j'ai pas reloué parce que je savais que si j'embayais, bah, ça y est, c'était Ah foutu. oui. Donc voilà, mais si un jour il y a un porteur de projet, voilà, moi je le dis, moi le premier, hein. Moi le premier, je suis prêt à partir, je suis prêt à m'expatrier pour laisser quelqu'un faire un projet comme celui-là. Voilà. Et il y a plein de personnes comme moi. Mais on peut bouffer avec 5 hectares. Ces gens-là, un jour, on va aller les filmer. C'est là aussi où on a besoin d'un peu. Alors, le matériel pour filmer, la prise de son, tout ça, j'ai acquis, hein. J'ai acquis tout ça, je l'ai. Mais voilà, bah, il y a les déplacements. Maintenant, c'est vrai que le déplacement, c'est comme tu le dis, Ah ça bah coûte cher. oui. Pas le déplacement perso, mais quand on va se déplacer pour filmer quelqu'un et autres, bah voilà, faut être à deux ou à trois, ça a un coût. Mais Ouais. comme quoi, il y a des modèles comme ça qu'on peut mettre en avant. On pourrait faire des choses vachement intéressantes. Et putain, il faut un peu de pognon, quoi. Et voilà. Et moi, je veux pas me faire financer. Moi, j'étais dans le milieu associatif, hein. On a été financé par quelqu'un qui était patron de labo et qui défiscalisait. Mais une personne qui n'était pas neutre. C'était quelqu'un de sympa, mais il n'était pas neutre, hein. C'est un gars il avait fait une enquête sur le milieu carcéral en France pour le compte de l'OPUSI. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas neutre. C'était quelqu'un avec qui je me suis bien entendu. Il avait une morale, hein. C'est quelqu'un qui avait une morale dans son approche, mais pas neutre. Donc, il faut être conscient. Moi, je préfère la neutralité. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vous fait un appel. Mais bon, je fais ça chez toi, Philippe, parce que je pense que tu as des gens qui ont les mains un petit peu dans le boulot et un peu plus les mains dans le cambouis et qui sont pas que des suiveurs derrière un écran. Voilà, c'est traverser l'écran de verre. Mm. Faut qu'on puisse Disons que travailler. oui, faut pas. Les médias, les réseaux, c'est super, mais après, il faut avoir les pieds sur terre et le concret. C'est ça. C'est ça. Et moi, je suis que là-dedans.
hein, pour que les gens puissent reprendre des activités, revoir quand même des choses qui tiennent la route, économiquement parlant. Ah oui. Voilà, je suis pas en train de, voilà, moi, je suis pas en train de faire rêver les gens à retravailler avec le cheval, machin, ceci, Ah cela. ben non. Je vends pas du rêve. C'est que les gens puissent refaire de la bouffe à peu près saine, avec le moins de frais possible, et Voilà. puis en dégageant du revenu. Bon, bah, voilà. Mais Voilà. sur une faible surface, c'est faisable. Voilà. Mais Oui, bien il y a sûr. il y a des modèles. C'est ces modèles-là qu'il faut mettre en avant. Voilà. Oui, oui, on a en plus avec la mécanique qu'on a aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut par rapport à nos grands-parents. On a des moyens techniques et matériels qui sont extraordinaires, faut quand même le dire. Bon, on sait pas les mettre, les utiliser correctement. On est parti dans l'agrandissement des exploitations et l'agrandissement des exploitations ne va surtout pas résoudre le problème. Et moi, j'invente rien. Là, dans le truc de solidarité que je mets en place, je m'inspire de ce qu'ont fait les Grecs quand ils ont eu leur crack, là. Oui. Et nous, on va le prendre, hein. De toute façon, on sait qu'on va le prendre, hein. Entre les Grecs et la France, il n'y a que l'Italie, hein. Il y a l'Italie. Si on regarde l'endettement, tout ça, tout ce qu'on a, on est derrière l'Italie après la Grèce. Donc, on sait On que est les derrière Italiens, l'Italie, on est derrière l'Italie qui a failli à un moment donné sortir de la zone euro. L'Italie est plutôt en train de se reprendre économiquement. ouais, C'est contrairement à plutôt nous, les mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel italien vont plutôt dans le bon sens. Ils sont plutôt en train de se refaire une santé. c'est ça. C'est ça. Et nous, la santé, on va pas se la refaire avec l'équipe de Non, bras cassés qu'on a. là, On se la fera pas. nous, on a Hein, Bruno Le Maire qui a dit qu'il allait mettre la Russie en faillite. voilà. Et c'est pour ça que je voudrais monter ce groupe de travail et tout. Et puis, mais vous faire des choses concrètes pour dire, voilà, si vous perdez votre boulot, voilà, quelle chose vous pouvez mettre en place pour vous tirer. Moi, vous savez, voilà, je devrais être à la rue aujourd'hui. Et tout ce dont je vous parle, c'est des choses que j'ai vécues. Et voilà, et comment je m'en suis tiré sans faire de dette, C'est ça. hein. Bon, j'ai une dette fiscale que je laisse, ça leur laisse, c'est une miette pour qu'ils puissent bouffer sur ma gueule. Pendant ce temps-là, ils me foutent la paix sur le reste. Non, mais Voilà. très bien. Donc, Ah, as-tu autre chose à rajouter pour conclure cette émission, Michel, qui s'appelait La Prédation? préparez-vous, préparez-vous justement pour, euh, pour résister, pour résister à toute la mécanique de prédation. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est vous amener du savoir, des choses pratiques pour vous faire résister à ça. Parce que on dit toujours ça n'arrivera qu'aux voisins, mais tôt ou tard, ça nous tombe sur le nez et on est bien démunis quand ça nous tombe dessus. Voilà, S'informer pour ceux qui ont des exploitations ou des entreprises fiscalement, comment pas se faire plumer, et puis aller vers des modèles le plus possible à l'autonomie. C'est-à-dire, tout à comme fait. tu dis, pas revenir au cheval, parce on va caricaturer, mais on va pas revenir avec un cheval, même si certains l'utilisent dans la vigne, dans des petites parcelles. Mais il y a moyen de faire des choses bien. C'est vrai ce que tu dis, Michel. Puis on peut pas tout vous dire en public. C'est le problème, Non. c'est ça. C'est qu'on peut pas tout dire en public. On est écouté, on est suivi, hein, on a bien conscience de ça. Et donc, c'est justement pour créer ces cellules-là de réflexion. Et voilà. Et au moment où les choses vont vous tomber dessus, que on puisse vous transmettre de l'information. Voilà. C'est la raison pour laquelle, moi, des fois, il y en a, ils posent des questions. Comme tu dis, on peut pas tout dire en public parce que sinon, on se fait descendre. Donc, quand c'est comme ça, on donne nos boîtes mail, les gens rentrent en contact avec nous, on les reçoit chez nous ou on va les voir. Parce que si tu dis tout en public, ta chaîne, elle va sauter. C'est ça. Voilà. Ah oui, Bon. oui, ça peut être la chaîne, mais ça peut être notre tronche aussi qui peut sauter. Non, mais Voilà, il y a on des est. fois des accidents de voiture quand on roule vite le soir, tu sais. Non, 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 mais Philippe, je vais être très simple. Regarde, je viens d'étudier, là, tiens, pour conclure, hein, pour faire comprendre aux gens, je viens d'étudier tous les membres du MEDEF, des MEDEF départementaux régionaux. Hmm, Euh, j'ai un préfet qui vient de partir, là, Monsieur Sébastien Jallet. hmm, Jallet, ça a été le directeur de cabinet de Marlène Schiappa, hmm, donc le fonds Marianne. hmm, Alors moi, j'ai été étudier un gars qui s'appelle Cyril Curunagaran, hmm, qui a palpé un joli paquet sur l'affaire du fonds Marianne, hmm, qui paye pas le bailleur de son fonds de commerce, son bâtiment, qui paye pas ses salariés, et qui avait monté une association dans laquelle il a 5 salariés, hein. Les 3 salariés de sa boîte, ils les avaient mis dans l'association pour capter le fric du fonds Marianne. Voilà. La justice, alors on sait qu'il y a eu des détournements de fonds,
la justice vient de rendre à ces charmants indélicats la gestion de l'association. C'est fort quand même. Et là, on vient de voir Monsieur Jallet, là, préfet de l'Orne, repartir dans les bras de Marlène Schiappa en le nommant préfet de la Sarthe. Bon, je vais sur la Manche, on retrouve un autre qui est allié avec le Bernard Tapie normand. Ces gens-là, enfin ce type-là, c'est achat de boîte de nuit, achat d'un célèbre haras d'une personne bien connue, hein, c'est Alençon. Oui. Il s'appelle Mathieu Millet. Et puis quand je vais gratter dans l'un, je retrouve aussi une famille de Millet. C'est marrant, c'est celle qui a voulu faire buter son délégué syndical. C'est la loge à Tanor qui est derrière. Mais ça, c'est l'un. Hein, quand Damien Abad allait voir la préfète pour arranger l'affaire. Damien Abad, les Mais, Républicains. mais Damien Abad, l'un, Ami, l'un, ami d'Éric Ciotti. l'un, c'est pas le département Bourg-en-Bresse, c'est pas le fief de Monsieur Patrick Martin. Si, Non, allez voir. Donc, vous président voyez, je du vous donne un exemple. MEDEF. Président du MEDEF. Voilà, j'aime pas citer les gens, mais vous voyez ce qu'on trouve. Si vous voulez, il n'y a pas beaucoup à gratter, hein, Oh je vous non, assure. non. Quand vous allez voir un petit peu, justement, il faudrait encore gratter plus en profondeur, mais vous comprenez tout de suite. Donc vous avez une loge de tueurs là, qui est prêt à battre les syndicats. Hein. Pourtant, le gars, il a pas cassé quatre pattes à un canard, hein, ce brave délégué syndicaliste, mais il avait quand même un contrat sur sa tête. Oui. Ça peut nous arriver. Voilà. Ben Donc voilà écoute, pourquoi on peut pas tout vous dire. écoute, Michel, on fera une prochaine émission, on va voir les commentaires, et puis, comme tu dis, il y a plein de choses à dire. Donc, je te remercie beaucoup et je te dis à la prochaine émission, peut-être sur un autre thème. Merci Philippe et continue, continue à être le chef de file et la multiplication des pains. Oui, Allez, à bientôt, Michel. salut à vous tous, merci. À bientôt.